L'Alliance de tous les savoirs, une émission de l'Alliance israélite universelle présentée par Ariel Danan et Sandra Jérusalemi sur Judaïque FM. Bonjour, bienvenue dans un nouvel épisode de l'Alliance des Savoirs, l'émission de l'Alliance israélite universelle. Ariel Danan au micro et je retrouve avec plaisir Sandra Jérusalemi, coordinatrice de l'enseignement supérieur de l'Alliance. Bonjour Sandra. Bonjour Ariel. Après un bel été, nous reprenons nos habitudes avec cette émission 2 fois par mois que nous présentons Sandra et moi. Alors dans cette émission, un programme comme d'habitude extrêmement chargé. Nous allons parler du SNEJ évidemment et nous avons la chance de recevoir le rabbin Nissim Sultan en direct de Grenoble. Bonjour rabbin Sultan. Bonjour Ariel, bonjour Sandra, bonjour à tous. Merci beaucoup d'être avec nous ce matin. Nous allons parler ensemble de la séance inaugurale du SNEJ qui se déroulera dans quelques semaines entre Rosh Hashanah et Kippour. Mais d'abord, Sandra, bien évidemment, en quelques mots, rappelez-nous les objectifs du SNEJ. Oui, alors le SNEJ, la section normale des études juives, c'est ce programme de l'Alliance israélite universelle, de programme d'études juives pour les jeunes adultes de 20 à 35 ans. C'est un programme qui allie les différentes facettes de l'identité juive. Donc on a à la fois des cours d'études juives, d'études de Bible, de Talmud. Il va y avoir un corpus, un cours d'introduction pour bien comprendre qu'est-ce que c'est le corpus juif quand on parle de Bible, de Talmud, de Gemara, de Midrash, qu'est-ce que ça veut dire. Donc ça, c'est ce qu'on étudie, mais à la fois aussi des enseignements de culture juive, c'est-à-dire de l'histoire juive, de la philosophie, de la littérature, les civilisations, les cultures juives dans le monde et dans l'histoire. C'est toutes ces choses-là. Alors on peut déjà annoncer quelques enseignants qui vont intervenir cette année. On aura le rabbin Moshe Meshali, on aura Jérémy Haddad, qui est le président des éclaireurs israélites de France, le rabbin Michael Azoulay, rabbin de Neuilly-sur-Seine. Emmanuel Bloch sera là, qui est donc doctorant aux États-Unis et qui sera là de passage à Paris. On aura de côté culture juive, en philosophie, Alessandro Guetta, Fanny Arama pour les littératures juives, et puis Georges Bensoussan refera un cycle d'histoire juive cette année sur la présence des juifs en terre séfarade. Voilà, exactement. Et puis le SNEJ, c'est également une partie leadership sur laquelle nous parlerons plus longuement dans de prochaines émissions, où nous encourageons les jeunes qui nous rejoignent à intégrer les structures communautaires, à s'investir, à créer des projets. Et puis le SNEJ, c'est aussi la notion d'avoir un groupe qui étudie tout ensemble toute l'année, le lundi et le jeudi, mais qui ne fait pas qu'étudier, qui partage également des moments conviviaux. Et à cet égard, nous avons aussi un programme très chargé cette année, Sandra. Tout à fait, puisque l'on prévoit un week-end à Carpentras. Ce sera donc dans le sud de la France pour visiter cette synagogue, la plus vieille synagogue de France, et puis découvrir l'histoire des Juifs du Pape, l'histoire et puis les relations très spéciales de la communauté juive avec les communautés locales, les communautés autres que juives. Et évidemment, il y aura un moment d'étude cette année, en février 2020, que nous allons concevoir en partenariat avec le Beth Midrash de Jérusalem Tashma, fondé par Gabriel Abensour et Bitia Rosen, et ce sera un moment d'étude intensive sur le modèle de ce qu'a fait le Beth Midrash Tashma ces dernières années à Jérusalem en été. Mais commençons par le commencement, et nous avons décidé cette année d'avoir une séance un peu particulière où nous voulons accueillir toutes les personnes qui sont intéressées par le SNEJ mais qui ne sont peut-être pas encore prêtes à s'engager avant de comprendre exactement quel est notre modèle d'étude. Et pour cela, nous avons décidé d'accueillir le rabbin Nissim Sultan de Grenoble pour une soirée d'études. C'est ça, c'est donc cette soirée inaugurale qui sera une séance ouverte à tous, à la fois aux anciens du SNEJ, aux nouveaux, à ceux qui sont en cours d'année, et puis c'est l'occasion de venir découvrir qu'est-ce que c'est une séance d'études au SNEJ. Et donc pour cette séance qui aura lieu le lundi 7 octobre à 19h30, on reçoit le rabbin Nissim Sultan pour une étude sur le thème « Une teshuva des retours, de l'appel prophétique à la pensée du retour, en quoi consiste l'expérience de la teshuva ». Rabbin Nissim Sultan, est-ce que vous pouvez nous en dire plus sur ce thème, sur ce sujet ? Alors, la commande qui m'a été faite, c'est de partir, et de partir le plus vite possible, de ce que la teshuva est
comme lieu commun, c'est-à-dire un élément de langage, pas cher dans le discours rabbinique standard, mais aussi un slogan. Bref, il fallait redonner un contenu, une vraie perspective, une vraie complexité. Et pour cela, tout revisiter, partir de Amos jusqu'à Benny Lévy et Catherine Chalier, par exemple. La teshuva, ça peut se décliner sur plusieurs modes. Il y a bien sûr la teshuva infantile, je parlais de fonds de commerce rabbinique, le retour à la discipline religieuse, mais comme dirait l'autre, c'est un peu court, jeune homme. Qu'est-ce que c'est donc que ce mouvement de l'âme et de la personne ? Les Grecs parlaient d'épistrophée, je vous renvoie au mythe de la caverne. Est-ce que la conversion philosophique, autre traduction d'épistrophée, passant par le latin conversio, est-ce que ça aussi c'est une teshuva ? Est-ce que c'est uniquement sur le plan des affects ? Bref, quelles sont ces grandes ruptures organisées par soi-même vers soi-même qu'on appelle en hébreu teshuva ? Et teshuva, c'est aussi plein d'autres choses. En hébreu, la polyphonie hébraïque nous dit que teshuva, c'est réponse. C'est pas seulement retour sur soi, c'est aussi retour vers une origine. Donc ça pose aussi une manière de raconter sa vie, de raconter l'histoire. Il y a toujours une origine idyllique vers laquelle on veut revenir, une sorte de Far West, comme disait Brel. Bref, une teshuva, des retours, il y aura pluralité des réponses, il y aura complexité des réponses, mais le tout extrêmement accessible, car non seulement les contenus sont à peine vulgarisés, la demande est d'une telle exigence du public et d'une telle exigence qu'il serait criminel de trop simplifier. Mais ce que j'apprécie particulièrement, c'est que, et c'est toujours dans la commande, il y a aussi un aspect sur la forme. Il y a bien sûr une introduction conséquente, une amorce conséquente, mais un texte qui est proposé autour duquel, moyennant décryptage, nous allons débattre pour ensuite produire une synthèse. Voilà un petit peu ce qui nous attend à votre demande, donc, et pour ma plus grande joie, lors de cette soirée inaugurale. Formidable. Donc, ce sera quelque chose de dynamique. On étudiera ensemble un texte. C'est bien ça ? Oui. Formidable. Et alors, vous êtes déjà intervenu l'année dernière dans le cadre du SNEJ sur un sujet également fondamental et d'actualité, le judaïsme et l'écologie. Vous avez donc déjà rencontré une promotion du SNEJ. Comment s'était passée cette intervention au SNEJ l'année dernière ? Alors, j'ai envie de vous dire que c'était catastrophique, pour être ironique, mais c'était en fait évidemment merveilleux. Cela m'a fait toucher du doigt ce qu'est l'exigence du public SNEJ et de la structure. Nous avons donc essayé de flirter, passez-moi l'expression, avec la méta-halacha, c'est-à-dire une pensée de la halacha de la halacha, pour aborder une problématique sur laquelle les textes qui s'expriment, c'est vrai, par bribes, sont dans leur ensemble muets. Et donc il fallait, par exemple, dépasser le simple cadre de l'écologie, puisque l'écologie, tout de même, suppose que l'on prenne, le monde comme sa demeure. Est-ce que nous sommes dans notre demeure en vivant, évoluant, siégeant dans le monde ? Donc nous avons dû construire ensemble, et je dis bien ensemble, un début d'œuvre de Méta Halacha pour penser les questions du rapport à l'environnement, à la décroissance, bref, tous les défis qui se posent à nous de manière plus ou moins urgente, parfois sur fond de complotisme. Et les attentes et les propositions nous ont fait enrichir d'une séance à l'autre l'offre. Et je dois vraiment insister sur ce point. La construction de notre propos fut collégiale. C'est intéressant de noter que à cette époque, donc c'était en fin d'année, vers le mois de mai, que vous étiez intervenu. À cette époque, les étudiants de tout niveau avaient déjà élaboré, compris les nuances, les différents textes, compris ce que c'est quand on parle de la Bible et de la Halacha et de la Gemara, et comprendre bien toutes les nuances. Cette année, vous allez intervenir dans une séance inaugurale, parler à encore des publics très différents dont certains ne connaissent rien de tout ça. C'est une autre approche que vous allez avoir cette année. Oui, absolument. La séance inaugurale, c'est le coup d'essai, c'est un peu le produit d'appel aussi, hein, c'est donner et l'aperçu et l'envie, susciter le désir, parfois même la frustration. Donc, il y a un vrai défi pédagogique devant lequel j'essaierai d'être performant. On compte sur vous. Qu'est-ce que vous diriez aux étudiants du SNEJ ? Est-ce que vous pensez que c'est un programme intéressant auquel il faudrait s'inscrire ? C'est un programme extrêmement fécond. C'est fécond pour soi.
ça nous fait grandir de l'intérieur. C'est fécond en termes de réseau, et puis c'est fécond pour la suite parce que je pense qu'une fois passé par le SNEJ, on devient à son tour, quoi qu'on fasse, quoi qu'on en dise, un enseignant. On porte un peu la bonne parole, et ce que j'entends par bonne parole, c'est une étude critique de tout ce qui fait la vie juive. Et c'est ça qui rend fort au quotidien. Merci beaucoup, Rabbin Sultan, d'avoir accepté de faire cette séance inaugurale. Alors, dans les quelques minutes qui nous restent, c'est l'occasion également pour moi de vous demander, nous vous voyons extrêmement actifs dans votre communauté de Grenoble et nous voyons que vous faites beaucoup de cours. J'espère que vous accepterez la comparaison un peu sur le même modèle de ce qui se fait au SNEJ. Quels sont vos grands projets en ce début d'année, en ce mois d'Elul ? Alors, je suis extrêmement honoré de votre comparaison. Les Grenoblois apprécieront. Le mois d'Elul, c'est un mois de lancement. C'est-à-dire qu'on fait le bilan d'année passée, y compris sur le plan de l'offre communautaire, qu'il s'agisse d'animation, qu'il s'agisse d'études, qu'il s'agisse de création de solidarité. Et donc, on fait la même chose en mieux. On s'amende année après année. Et donc, on réinvestit tous ces champs-là en n'oubliant aucune catégorie. Un point d'honneur que je mets dans ces initiatives, c'est que tout ce qui est offert, et le plus souvent collégial, bien sûr, est sans distinction et sans discrimination aucune. Je pense que vous m'avez compris. Tous les enseignements sont accessibles aux hommes et aux femmes de la même façon. Les responsabilités d'enseignement, de leadership, dans tout ce que nous créons, sont accessibles aux hommes et aux femmes. Et on essaye de se mettre, je ne dirais pas au goût du jour, ce serait vraiment désuet comme expression, mais d'être digne de ce qu'est notre humanité juive d'aujourd'hui. Merci beaucoup, encore bravo, et rendez-vous donc le 7 octobre à 19h30 pour cette séance exceptionnelle du SNEJ, une teshuva des retours. Vous aurez toutes les informations sur le site de l'Alliance aiu.org. On se retrouve après une brève page de publicité. Rebonjour à tous, vous êtes dans la deuxième partie de l'émission L'Alliance de tous les savoirs sur Judaïque FM. Nous sommes en présence de Ariel Danan, directeur du département culturel et universitaire de l'AIU, et moi-même Sandra Jérusalemi. Et nous recevons par téléphone aujourd'hui Masha Itzraki pour parler donc de l'actualité culturelle de l'Alliance. Bonjour Madame Itzraki. Alors vous inaugurez cette année culturelle à l'Alliance puisque nous allons présenter à la médiathèque Alliance Baron Edmond de Rothschild votre nouveau livre Maintenant et à jamais, quelques regards sur la poésie hébraïque contemporaine. Et j'aimerais dire tout de suite que je suis très heureux de vous recevoir dans ce cadre parce que je me rappelle avec beaucoup de joie de votre cours de littérature à l'INALCO que j'avais suivi il y a fort longtemps et nous avions à l'époque étudié ensemble certains des auteurs dont vous parlez dans le livre. Donc à la fois merci d'avoir accepté de présenter ce livre à l'AIU, merci d'être dans cette émission avec nous et dites-nous en quelques mots finalement de quoi s'agit-il exactement, qu'entendez-vous par poésie hébraïque contemporaine? Vraiment, merci beaucoup à vous de m'accueillir, de me laisser présenter mon nouvel ouvrage et voilà à quoi il s'agit. En fait, j'essaie dans ce livre de présenter, ou plutôt de discuter, quelques questions importantes relatives à la poésie israélienne. Entre autres, la question de distinguer entre la poésie hébraïque contemporaine et la poésie israélienne. Voilà, parce que c'est pas exactement la même chose et en fait un chapitre dans ce livre est consacré à cette question de période et de division historique, disons. Autre chose dont je parle beaucoup, c'est la relation entre les personnels et les nationales, ou plutôt l'intime et les politiques. Peut-on vraiment distinguer entre les deux dans une existence si compliquée telle que celle d'Israël? Là, je présente deux poètes extrêmement connus, c'est Nathan Zach d'une part et Dalia Rabikovic de l'autre. Et donc pour vous, juste pour revenir un instant, véritablement, la différence entre poésie hébraïque, poésie israélienne serait seulement un problème de date finalement, 1948? Pas du tout. Justement, c'est pas ça. Et puisque
disons comme ça, la poésie contemporaine, c'est tout ce qui a commencé déjà en Palestine avant la création de l'État d'Israël. Moi, je propose, je ne vais pas rentrer dans des détails trop techniques, mais moi, je propose une distinction historique liée au passage à l'accent séfarade. Et qui a l'accent séfarade célébré dont on parle aujourd'hui, contrairement à l'accent ashkénaze qui est plutôt du monde yiddish. Et ce passage a été fait en Palestine, mais bien avant la création de l'État d'Israël, au moins 30 ans avant. Je pense que c'est ça la date, comment dirais-je, la date fixe de passage de ce qu'on appelle aujourd'hui la poésie israélienne. Oui, parce que forcément, poésie, ce n'est pas seulement l'écrire, mais c'est avant tout la lire, la prononcer. D'où l'importance pour vous, justement, de ce changement d'accent tel que nous connaissons l'hébreu moderne aujourd'hui. Exact. Et ce qui a posé une grosse difficulté pour de grands poètes comme Bialik, par exemple. Parce que lui, il a fait sa poésie dans un accent ashkénaze. Donc, toute cette problématique, je discute dans le premier chapitre de mon livre. Et puis, je passe aussi à parler beaucoup sur la présence de mythes bibliques dans la poésie contemporaine, qui est connue à juste titre comme profane. C'est pas une poésie religieuse. Pourtant, la Bible y présente et de façon très forte, comment dirais-je. Donc, tout un chapitre est consacré à la présence d'Akedat Yitzhak dans les différentes périodes de l'écriture poétique. Et une autre question que moi je tiens à cœur, c'est la question de la nouvelle identité israélienne qui englobe en elle les couches traditionnelles et diasporiques, si vous voulez, ashkénazes et orientales, à la fois, d'une part, et celle, comment dirais-je, ici et maintenant, de Cannes et Arshav, la strate dite Sabra de l'autre. Et ça occupe une place très importante dans le livre. Autrement dit, peut-être l'acceptation du passé pour construire un avenir, qui s'exprime par exemple dans la poésie d'Avot Yeshurun, originaire de la Pologne, décédé il y a une vingtaine d'années, et à côté de lui, Ronnie Somek, un magnifique poète actif et heureusement encore vivant, d'origine orientale, qui est né à Bagdad. Donc vous voyez les deux côtés de cette société israélienne assez, comment dirais-je, variée, avec la question qui se pose toujours des Ashkénazes et Séfarades, de l'Orient et l'Occident. Et puis, encore un chapitre qui est pas très connu, consacré à la poétesse Zelda, où on discute la rencontre entre le divin et l'amour. Et si je peux me permettre, j'aimerais insister sur des points qui sont, à mes yeux, très importants. Primo étant, depuis des années, une spécialiste de la poésie hébraïque médiévale en Espagne, je propose à plusieurs reprises des rapprochements entre ces chapitres classiques de la culture juive et la poésie contemporaine. Et je dois dire que c'est une démarche novatrice dans la recherche littéraire actuelle. Et c'est très intéressant, parce que je trouve que ces chapitres classiques dans la poésie, dans l'histoire de la poésie hébraïque, doit trouver sa place, il a sa place dans la poésie contemporaine. Et encore une autre chose à signaler, peut-être pour le lecteur à venir, c'est que chaque chapitre est illustré avec des poèmes entiers. Certes, dans la langue d'origine, en hébreu, mais toujours avec une traduction en français. Soit traductions qui ont déjà été publiées par des autres traducteurs, soit par moi-même. Et de ce point de vue, je trouve que l'ouvrage peut être intéressant, non seulement aux amateurs francophones de la poésie, ça c'est sûr, mais aussi pour tous les étudiants d'hébreu.
Et voilà, donc je voulais insister sur ces 2 points qui sont... Merci beaucoup, Macha Itzraki, parce qu'effectivement, c'est un livre extrêmement important et nous aurons donc le plaisir de vous recevoir ce jeudi à l'AIU à 19h30. Merci encore. Et nous continuons, Sandra, avec les autres actualités et notamment une activité cet après-midi. Cet après-midi, tout à fait, c'est la conférence, le cycle Manitou l'Hébreu, Nation, Religion ou Culture. Ce sera le Rav Yosef Hatun. Exactement, qui reviendra sur la pensée de Léon Ashkenazi, du rabbin Léon Ashkenazi, Manitou, et sur l'un des plans les plus importants de la pensée de Manitou, qui considère qu'avec le retour en terre d'Israël qui s'est opéré depuis 1948, il faut que le peuple juif redevienne une nation, ce qu'il avait cessé d'être pour devenir une religion ou une culture, et ce sont donc de ces notions que nous débattrons ensemble, puisque j'animerai le débat en insistant sur un point qui est que même si l'élément national est évidemment capital, pendant 2000 ans, le judaïsme a continué à résister malgré les différents exils, en étant malgré tout à la fois une religion et une culture. Donc en tout cas, un partenariat avec Manitou l'Hébreu est particulièrement intéressant cet après-midi à 18h au Centre Safra. Et puis les fêtes de Tishri approchent et les synagogues de l'AIU sont prêtes à vous recevoir. Exactement, puisqu'il y a 3 synagogues qui dépendent de nos établissements scolaires, au pavillon sous bois, à l'établissement Georges Leven, porte de Vincennes, et également la communauté de l'Aigneau, sous la direction spirituelle du professeur Armand Abécassis, qui est au centre Safra dans le 16e. Dans ces 3 synagogues, il est possible de réserver des places pour Kippour, bien sûr, également de participer aux offices à Rosh Hashanah, à Soukot. Ce sont des synagogues, à mon avis, qui ont un aspect bien particulier, comme dans le bâtiment où elles sont, à chaque fois, il y a une école. L'élément pédagogique, l'accueil des jeunes est particulièrement mis en avant parce que finalement, le point le plus important pour ces synagogues, c'est de transmettre. Et on continue avec le calendrier à partir de ce mois de septembre. Et donc, on commence aujourd'hui, dimanche 15 septembre à 18h. Nation, religion ou culture, ce sera la conférence avec le Rav Yosef Hatun. Le jeudi 19 septembre, toujours au Centre Safra, dans le cadre de la médiathèque, à 19h30, présentation du livre de Macha Itzraki que nous avions en ligne il y a une seconde. Maintenant et à jamais, quelques regards sur la poésie hébraïque contemporaine. Lundi 7 octobre à 19h30, la séance inaugurale du SNEJ pour les 20 à 35 ans. Une teshuva des retours avec le rabbin Nissim Sultan. Et puis d'autres événements qui auront lieu plus tard, après les fêtes de Tishri, où nous recommencerons tous nos cours réguliers. Mais nous vous annonçons dès à présent quelques grands cours, et notamment à partir du 29 octobre à 20h, Armand Abécassis reprendra son cours bimensuel le mardi de 20h à 22h sur la thématique « Le défi de la terre d'Israël, est-ce un lieu pour Dieu ?» Et le mercredi 20 novembre, c'est Olivier Cohen qui commence son cycle sur les engendrements de Adam à Noé, échec de la relation de fraternité. Et à peu près au même moment, mais nous y consacrerons une émission entière au programme universitaire. Les cours reprendront dans le programme universitaire avec Jonas Siboni qui parlera de la langue des Juifs du Maroc, Sandrine Schwark qui traitera de l'école de pensée juive de Paris. Nous avons d'autres cours prévus avec Isabelle Cohen en Bible, avec Fanny Arama en littérature, un programme extrêmement riche que nous vous présenterons dans 15 jours. Et en conclusion, Sandra, vous trouvez toutes les informations sur notre site internet www.aiu.org, sur la page Facebook Alliance Israélite Universelle, et par téléphone au 01 53 32 88 55, 01 53 32 88 55. Merci beaucoup et bon dimanche. L'Alliance de tous les savoirs, une émission de l'Alliance Israélite Universelle présentée par Ariel Danan et Sandra Jérusalemi sur Judaïque FM.